les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Immersion. Ah oui, vous allez dans l'ambiance là. Moi je m'apprête à partir au Burundi. Ok, c'est parti. Reportage. Là où les bruits évocateurs Se mêlent à des récits captivants. L'ARES vous invite à célébrer avec elle l'anniversaire de ses 10 ans à travers de ce podcast immersif. L'événement a eu lieu au Blue Point le mercredi 3 avril et pour l'occasion, l'ARES a programmé une journée riche en animations, en rencontres et en témoignages sur le passé mais aussi le futur de l'institution. 80 personnes vouées au service des institutions, avec bien sûr leur caractère, bien sûr leur personnalité, mais chaque fois dévouées à construire un monde meilleur et une évolution participative. Toutes les personnes membres de l'administration ou membres du CA parlent d'une seule voix et disent « Longue vie à l'ARES ». Je vous souhaite une belle journée. C'était un petit mot de Laurent Despy, administrateur depuis 2020. Durant cette journée, nous avons eu le plaisir de recevoir quelques invités qui ont fondé, créé et modelé l'ARES. Mais tout de suite, si on devait décrire l'ARES en un mot, ce serait... Fédéré. Complexe. Institutionnel, je pense. C'est des amis. Moi j'allais dire fédération. C'est plus qu'un mot. Soutien. C'est une administration qui accompagne, tu vois, c'est un accompagnant. Bien plus qu'une administration. Eh oui, l'ARES est bien plus qu'une administration. Mais pour le comprendre, il nous faut retourner 10 ans en arrière sur le pourquoi du comment l'institution a vu le jour. Bonjour Monsieur Marcourt, vous êtes à la base du décret paysage et donc aussi de la création de l'ARES. Pouvez-vous revenir sur ce moment et nous en dire plus sur l'objectif poursuivi à l'époque à travers de la création de l'ARES? Alors très simplement, lorsque j'ai pris mes fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai été marqué par le fait que tant à l'administration qu'en dehors de l'administration, il n'y avait pas de lieu d'échange, de pilotage de l'enseignement supérieur. D'accord. Et que on avait laissé les institutions de manière segmentée, c'est-à-dire université, haute école, enseignement supérieur artistique, de manière autonome et de manière un peu disparate. Alors nous avons réfléchi à faire deux choses différentes. D'abord, restructurer le paysage de l'enseignement supérieur avec les pôles, avec l'ARES, et cela a généré des débats extrêmement houleux. Et dans la deuxième partie, on a fait une refonte de l'enseignement supérieur en s'inscrivant dans le processus de Bologne. Et cette partie-là, qui aujourd'hui est un peu explosive, est passée comme une lettre à la poste. Et donc c'est un peu paradoxal, 10 ans après, que la première partie qui faisait polémique a été acceptée, et la deuxième qui avait été acceptée fait aujourd'hui polémique. J'ai aussi une question pour vous, Monsieur Niquez. Comment avez-vous vécu votre fonction en tant qu'un des premiers administrateurs de l'ARES et quels souvenirs en gardez-vous? Avez-vous une anecdote à partager? Mais donc, l'ARES est la réunion de 6 à 7 services ou administrations indépendantes. Donc, comme le ministre l'a dit, effectivement, l'enseignement supérieur était segmenté, alors que l'enseignement supérieur travaillait finalement dans un même décret, dans une même législation. Le processus de Bologne était passé par là. C'était les règles, grosso modo, les mêmes pour tout le monde, mais les acteurs ne se parlaient pas encore. Et donc, la réunification de l'ensemble des acteurs au sein de l'ARES, ça a nécessité de mettre ensemble des administrations, des conseils interuniversitaires, des conseils de haute école qui se parlaient entre eux, mais de les mettre tous ensemble et donc de réunir des équipes qui n'avaient pas nécessairement les mêmes cultures de travail, nécessairement les mêmes manières de faire. Et donc le tout premier challenge, ça a été celui-là, ça a été de réunir les équipes et de les faire travailler ensemble au profit du bien commun. Et vous, Monsieur Marcourt? J'ai une autre question. Vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur durant plusieurs années. Pour un ministre en charge de ces matières, en quoi, selon vous, est-ce important de pouvoir travailler avec une structure telle que l'ARES? J'ai été ministre de l'Enseignement supérieur sous 2 législatures, ça fait 10 ans. Oui. L'important à mes yeux, c'est qu'on puisse se parler et éviter la culture en silo. Okay. Il y a eu beaucoup de réticences au début, et c'est vrai que la structure de l'ARES est une structure relativement lourde. Il faut l'accepter. Mais c'était le prix à payer
pour qu'il y ait un minimum de consensus pour faire cette institution. Il faudrait probablement réfléchir à la simplifier et à la rendre encore plus efficace. Et l'ARES, en un clin d'œil, puisque j'ai choisi le nom ARES parce que c'était le dieu de la guerre et que effectivement on a mené une guerre pour l'imposer, mais derrière ça c'est l'académie d'enseignement, de recherche, et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important de faire en sorte que ce soit le lieu où tout le monde puisse se parler. Le FNRS est globalement réservé aux universités. En Wallonie, à Bruxelles, il y a de la recherche appliquée qui s'ouvre non seulement aux universités, mais aussi aux hautes écoles. Et donc, je crois que l'ARES doit vraiment se saisir de cet élément-là, au-delà, je dirais, de l'enseignement, où manifestement, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. C'est aussi le seul lieu où les organisations syndicales sont présentes et les étudiants. Ce n'est donc pas uniquement les PO qui s'occupent de l'ARES, c'est une manière d'autogestion, j'ose le mot, de l'enseignement supérieur en appui du ministre et du ministère. Et j'ai une dernière question pour vous, Monsieur Niquez. Parmi les nombreux dossiers qui ont été au cœur de votre mandat, lequel d'entre eux retient particulièrement votre attention ? Alors effectivement, la particularité de l'ARES, c'est de brasser très très large sur les matières que l'on traite. Ça va du pilotage des établissements ou du système à la coopération au développement au sud, dans l'ensemble des continents, ou presque. Donc si je devais retenir une seule chose parmi toutes celles-là, évidemment ce serait très très compliqué de pouvoir le faire, tant les sujets sont nombreux. Bien entendu, pour être tout à fait honnête, je dois retenir notamment l'examen d'entrée en médecine, qui était un challenge qui a été imposé par la suite à l'ARES, qui n'était pas nécessairement construite pour ça. On l'a fait en 6 mois, on ne l'a pas trop mal fait, je trouve, dans des conditions très complexes avec la Flandre et le fédéral et des difficultés pour permettre à nos jeunes d'obtenir leur numéro INAMI. Et donc si je devais retenir un seul dossier, ce serait celui-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui méritent autant d'attention. D'accord. Et avant de clôturer l'interview, avez-vous quelque chose à rajouter ou quoi ? Je dirais bon anniversaire à l'ARES, car aujourd'hui je crois que plus personne ne met son existence en cause. Elle est parvenue, nonobstant les embûches et les obstacles à franchir, aujourd'hui d'être un acteur incontournable de l'enseignement supérieur. D'accord. Je partage l'analyse et je pense qu'on l'a vu notamment lors de la crise Covid, lors du changement de gouvernement, parce que lors d'un changement de gouvernement, c'est toujours l'occasion de remettre en cause ce que les précédents ou les prédécesseurs ont fait. Ça n'a pas été le cas, au contraire. Le rôle de l'ARES a même été renforcé pour trouver des solutions aux examens des étudiants qui étaient menacés, aux sessions d'examen des étudiants qui étaient menacées pendant le Covid. Et ça, une nouvelle fois, a montré que lorsque l'ensemble du secteur se met en branle, se met ensemble, on trouve des solutions efficaces. Donc voilà, c'est un bon exemple. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et oui, comme l'ont dit Jean-Claude Marcourt et Julien Niquez, le rôle de l'ARES est d'être un acteur principal dans l'enseignement supérieur. Mais qu'en pensent les étudiants ? Je m'appelle Ethan Rigaud, c'est très très vaste comme question. Je pense en fait que l'ARES aussi ça permet d'avoir peut-être aussi un lieu de débat un peu plus extérieur, en terrain un peu plus neutre, avec une pluralité d'opinions et aussi de parcours. Je veux dire, ça permet notamment d'avoir l'avis des hautes écoles, des écoles supérieures d'art et des universités réunies en un seul endroit. Et je pense que c'est très pertinent pour mener ce genre de débat. Et parfois, ça permet de peut-être plus prendre en considération en fait la voix des étudiants qui a l'habitude en fait de s'uniformiser en fait pour mener ces batailles, mais tout en prenant du coup en compte les spécificités de terrain de chaque établissement. Moi, je m'appelle Alice Imberek. Je pense que ce qui est important à l'ARES, c'est que les étudiants ont vraiment la voix au chapitre. On est présent dans les instances, on peut venir discuter. C'est aussi un terrain neutre.
Je pense qu'un point en plus qui pourrait être fait, c'est au niveau de la communication. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas ce que c'est l'ARES, même quand on est dans la représentation étudiante. C'est un peu un milieu obscur. Quand on arrive, on t'explique, mais ça reste un organisme très compliqué à comprendre, très complexe, qui est utile, qui fait avancer les choses, mais je pense il faudrait trouver un moyen de faire en sorte que ce soit plus clair pour les étudiants de ce que c'est quoi les missions de l'ARES, pour qu'il y ait une meilleure visibilité de ce que c'est, parce que c'est vraiment un endroit unique en Belgique pour parler de notre enseignement et de la manière dont on nous enseigne les choses, quelle que soit la branche qu'on ait choisie. Après le bond de 10 ans en arrière, où on a pu rencontrer Jean-Claude Marcourt et Julien Niquez, allons à la rencontre de l'administrateur et le président de l'ARES. Eh bien, bonjour messieurs, merci de votre présence aujourd'hui et merci de m'accorder cette interview. J'ai déjà une première question pour vous, monsieur Lambert. Avant d'occuper la présidence de l'ARES, vous avez été notamment recteur de l'Université Saint-Louis de 2003 à 2013 et vous avez donc assisté aux prémices de l'ARES. À l'époque, qu'avez-vous pensé de la création de l'ARES et quel regard portez-vous sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Ok. Eh bien, il y a 10 ans, les établissements d'enseignement supérieur fonctionnaient en gros chacun dans leur bulle, les universités dans la bulle des universités avec le CREF, le SUF, les hautes écoles dans la bulle des hautes écoles avec le comité interréseau de concertation, le conseil général des hautes écoles. Et il y avait relativement peu d'interactions entre elles, elles ne se connaissaient pas vraiment. Et d'ailleurs, le politique, quand il envisageait des législations, s'adressait en bilatéral à chacune des composantes. Et donc, chacune n'avait pas une grande force de frappe. Maintenant, ce que je percevais de la création de l'ARES, et ce que c'est devenu, maintenant c'est impressionnant, c'est que les bulles ont sauté, les gens se rencontrent, apprennent à se connaître, à apprécier d'ailleurs les spécificités et les atouts des autres qu'ils n'ont pas. Et ça a créé énormément de collaborations fructueuses. Et du point de vue, j'allais dire, du force de frappe politique, maintenant, le politique s'adresse à l'ARES et les établissements, l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur parlent d'une même voix pour faire entendre ses souhaits et peut donc infléchir dans le sens qu'elle souhaite, les orientations politiques en matière d'enseignement supérieur. Donc c'est tout bénéfice, je dirais. D'accord. Et merci. Et vous, Monsieur Despy, vous avez successivement exercé les fonctions de délégué du gouvernement auprès de l'ULB, puis de commissaire du gouvernement auprès de l'Université de Liège et enfin d'administrateur de cette même université. À l'époque, quel regard portiez-vous sur l'arrivée d'un nouvel acteur, l'ARES, dans le paysage institutionnel de l'enseignement supérieur, s'il vous plaît? Alors, j'ai un regard un peu partagé parce que autant je pense qu'il y avait une réforme fondamentale qui était le décret paysage, qui est celui qui a instauré l'ARES, mais il n'y avait pas que l'ARES dans le décret paysage. Donc c'était une révolution dans l'enseignement supérieur. Et moi, à l'époque, effectivement, en tant qu'administrateur, j'étais au CA de l'Université de Liège et je voyais bien les incompréhensions pour certains membres du corps académique, notamment de qu'est-ce que c'est que ce bidule, qu'est-ce que l'ARES, qu'est-ce que ça va apporter, est-ce que c'est pas une couche en plus, etc., etc. Donc il y avait des interrogations. Et puis finalement, avec le temps, d'abord via les pôles, parce qu'il y avait déjà des contacts entre les établissements, les hautes écoles, les écoles d'art et les universités. Aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Paul, et je ne vais pas être redondant, il l'a bien dit, aujourd'hui c'est un lieu unique de dialogue. Et ça c'est extraordinaire parce qu'à l'époque, c'est vrai que chacun travaillait dans son réseau, chacun travaillait avec les hommes politiques qui devaient relier les revendications des uns et des autres. Et il manquait à un moment donné de lien ou de liant. Et l'ARES n'a pas toujours été bien comprise au début, en tout cas dans l'université où j'étais. Et avec le temps a fait son office. Aujourd'hui c'est considéré comme une structure qui s'inscrit dans la durée. J'ai une autre question pour vous, Monsieur Lambert. Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de l'institution, mais selon vous, quelle place l'ARES devrait-elle prendre dans le paysage de l'enseignement supérieur durant ces prochaines années et comment voyez-vous l'ARES évoluer dans 10 ans? L'évolution que je souhaite et que je prévois, et qu'il faut encourager pour les 10 prochaines années, je pense à l'enjeu qui pour moi est l'enjeu essentiel pour l'ensemble de l'enseignement supérieur, mais y compris l'ARES aussi, qui est le refinancement de l'enseignement supérieur. Okay. Alors, on se dira, tiens, qu'est-ce que l'ARES vient faire là-dedans? Mais le refinancement de l'enseignement supérieur, on le sait,
Et le moment est propice et on s'emploie à le montrer. Donc il y a moyen de refinancer l'enseignement supérieur sans pénaliser aucune des autres fonctions, ni l'enseignement obligatoire, ni la culture, ni quoi que ce soit. Aura évidemment des effets bénéfiques en matière de conditions d'encadrement des étudiants, ça c'est sûr, et donc des taux de réussite, en matière des conditions de travail des personnels dans les établissements, mais pour l'ARES aussi, et je dirais aura des conditions, des impacts un peu insoupçonnés, mais on dénonce par exemple maintenant la course à l'étudiant que mènent les établissements via la présentation de nouvelles demandes d'habilitation parfois jugées trop nombreuses. Eh bien, cette course à l'étudiant est en grande partie générée par la perception qu'ont les acteurs, les autorités des établissements, que dans une enveloppe fermée, si vous ne croissez pas en termes de population étudiante plus rapidement que la moyenne, vous perdez de l'argent. Et donc, ils sont tous obsédés. À partir du moment où il y a un refinancement de l'enseignement supérieur, cette enveloppe peut rester fermée, mais elle va gonfler fortement, au point que cette perception sera fausse, il n'y aura plus cette crainte. Et donc, il y aura une sorte d'apaisement. Et donc probablement moins, et ça concerne l'ARES, moins de demandes d'habilitation, parfois engendrées par la crainte de se faire dépasser par le voisin, quoi. Donc ça c'est un type d'exemple. Un deuxième dimension que je vois pour les 10 ans à venir, grâce aux moyens supplémentaires, mais grâce au développement d'e-paysage, c'est la capacité qu'aura l'ARES de jouer enfin et pleinement un rôle de pilotage de l'enseignement supérieur grâce au développement, évidemment, de bases de données, mais d'indicateurs qui permettent de suivre un certain nombre d'enjeux importants. On pense par exemple maintenant à l'enjeu dont on parle tous, on n'a pas de données nécessaires sur les étudiants qui arrivent en fin de financement, mais on pourra dorénavant suivre tout le parcours de l'étudiant, j'allais dire, de l'obligatoire en passant par le supérieur jusqu'au marché du travail. Donc on pourra avoir des statistiques sur quel est le taux de réussite en première année, quel est le taux d'achèvement des études, quel est le degré d'insertion sur le marché du travail pour différentes orientations d'études, etc. Et donc, je veux dire, ce sera un plus formidable pour le pilotage de l'enseignement supérieur et le conseil aux politiques, mais c'est surtout pour les établissements aussi. Voilà, merci. D'accord. Merci. Et vous, Monsieur Despy, pouvez-vous me parler d'une réalisation dont vous êtes particulièrement fier, s'il vous plaît ? Je pense que je suis arrivé à l'ARES en plein Covid, oui. Donc c'est vrai que c'était compliqué en termes de relations humaines et de liens intrapersonnels, puisqu'on était chaque fois en face de son écran. Donc humainement, ça n'a pas été facile à vivre. On est sorti du Covid, on a intégré le télétravail de manière mesurée, on a retrouvé le sens du dialogue et on a retrouvé les réunions en présentiel. Donc j'ai pu, après un certain temps, rencontrer des gens et je trouve que ce qui est important à l'ARES, c'est que, outre la qualité du personnel, il y a quand même 80 personnes de haut niveau, j'ai aussi pu rencontrer ceux qui m'élisent, c'est-à-dire les membres du CA de manière plus directe. Et donc je pense que l'aventure humaine, au bout d'un an de Covid, a été très enrichissante. Donc je pense que ça, c'est un élément important pour moi qui me définit comme un facilitateur et qui aime le contact avec les gens. Donc je pense que c'est un élément important. Et puis je pense qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Alors Jean-Paul a évoqué le décret paysage dont on attendra encore les effets, mais il est important. Et puis il y a quand même le décret paysage, la RFIE, etc., etc. Beaucoup de choses ont été mises sur la table. Je pense qu'il faudra un peu de temps pour les digérer dans la prochaine législature. Justement, il y a quelques semaines, le CA de l'ARES a voté très favorablement à la reconduction de votre mandat. Et comment définirez-vous ce premier mandat et quelle impulsion souhaiteriez-vous donner à cette seconde partie, vous qui vous êtes toujours défini comme un facilitateur? Alors pour la première partie, je viens de répondre, comme ça je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais pour la deuxième partie, je pense qu'il faudra un peu de temps pour gérer les changements législatifs et laisser du temps à l'ARES de les intégrer. Il y a le volet refinancement que Jean-Paul a évoqué. Je pense aussi qu'il y a le rôle à terme de bien réfléchir à l'avenir des habilitations, parce que le paysage est en évolution constante, et surtout, quoi qu'il advienne, et je ne le souhaite pas à titre personnel, si jamais on devait envisager un jour une forme de régionalisation, je pense que l'ARES restera à jamais le ciment des établissements. On a une structure qui est pérenne, qui va s'inscrire dans la durée, parce que ce sera le seul endroit, quoi qu'il arrive sur le financement des établissements, où il y aura un dialogue permanent entre l'ensemble des établissements. Alors c'est déjà la fin de l'événement, et nous espérons qu'il vous a plu. Merci encore à tous nos intervenants et nos invités. À très bientôt.
les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.